Mesdames, Messieurs, bonjour à tous, bienvenue au journal. Le Burkina et le Niger devant la Cour internationale de justice de La Haye pour régler leurs litiges frontaliers. Les plaidoiries orales ont commencé hier et devraient durer jusqu'à vendredi prochain. C'est par Godi, commune rurale située au nord de Réau, que s'est terminé le périple du Premier ministre dans le Sanguier. Béon Luc Adolphe Thiaw s'est mis résolument à l'écoute des préoccupations des populations. Cela dit, les plaidoiries orales du contentieux juridique Burkina-Niger ont commencé hier à la Cour internationale de justice de La Haye. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité conduit la délégation burkinabé. Elle est composée de l'équipe chargée du dossier et d'avocats. Les plaidoiries orales durent jusqu'à vendredi prochain. Le reportage de nos envoyés spéciaux Roger Kam, Alfred Ninkem. C'est la deuxième fois que le Burkina Faso s'en remet à la Cour internationale de justice pour régler un litige frontalier avec l'un de ses voisins. Le premier litige opposant le Burkina et le Mali en 1984 avait abouti à l'arrêt du 22 septembre 1986 à la satisfaction des deux parties. Cette fois, et de commun accord avec le Niger, il a été convenu de porter le différend devant la Cour internationale de justice, faute d'avoir pu démarquer complètement la frontière par voie de concertation bilatérale. La partie burkinabé qui a débuté les plaidoiries se fonde sur les textes pour défendre son point de vue sur la démarcation de la frontière entre nos deux pays. Le Burkina a présenté d'abord sa position qui est constante depuis le début. Le Burkina se fonde sur des titres, sur un arrêté et son erratum, sur au besoin la carte IGN France de 1960. Et nous avons toujours travaillé dans le cas donc de ces documents-là. Nous n'avons pas varié d'un iota, ce qu'on ne peut pas dire de la partie adverse. Au premier jour de la première phase des plaidoiries, la sérénité prévaut au sein de la délégation burkinabé quant à une solution durable et fondée sur le droit. Le directeur général des études géographiques du Burkina a montré comment la population se comporte, quel est l'habitat, quels sont les fleuves qui existent dans ce domaine-là, et surtout le mode de vie, c'est la transhumance. Il y a des villages qui se sont déplacés, mais il y a quand même, on peut retrouver des zones de façon constante depuis 1960, et c'est un peu la borne astronomique de Tong Tong qui est là. Et de toute façon, les États sont d'accord sur le commencement et la fin de la frontière. Maintenant, où la frontière passe, et nous avons de petites difficultés à ce niveau-là. Nous avons des textes en notre faveur. Les autres essaient de dire qu'en fait, les textes ne sont pas bien précis, qu'il y a des interprétations possibles, etc. Les plaidoiries se sont poursuivies ce lundi à travers des exposés du directeur général de l'Institut géographique du Burkina, Claude Aubin Tapsoba, et de l'avocat conseil du Burkina, Maître Alain Pelé, qui s'était déjà illustré dans le dossier. C'est par Godir que le Premier ministre a achevé sa tournée dans le Sanguier. Godir est une localité située à 55 km au nord de Réau. Cette commune rurale a de nombreuses attentes et n'a pas manqué l'occasion de les exposer au chef du gouvernement. Béon Luc Adolphe Thiaw a pris l'engagement de donner une suite favorable à toutes ses préoccupations. Reportage Jacques Lamissa Tarpaga. Godi, commune située à 55 km de Réau dans le Sanguier, le Premier ministre a voulu constater les réalités du terrain. Et pour cela, une visite s'impose au CSPS, le centre de santé de promotion sociale. À la préfecture, le constat est amer. C'est un bâtiment qui n'est plus que l'ombre de lui-même qui s'offre à la vue. La résidence du préfet, la voici. Un tour rapide au lycée départemental de Godi avant de rejoindre la place de l'école A. Là, ce sont des populations mobilisées qui attendent le Premier ministre. Et avoir le premier responsable du gouvernement en face est une aubaine pour ces populations qui manquent presque de tout. Eau potable, barrages, écoles, formation sanitaire, emploi des jeunes entre autres. Béon Luc Adolphe Thiaw prend des mesures sur place. Dans le domaine de l'éducation, je peux vous certifier qu'en 2013, nous allons construire un CG à Gourou. Je vais m'engager pour rechercher les moyens afin de pouvoir construire en 2013 soit une bibliothèque, soit un laboratoire. Mais les deux, je ne peux pas faire les deux. Après avoir visité le CSPS,
j'ai promis donc d'apporter quelques lits et quelques matelas. J'ai également décidé d'approvisionner un peu plus la pharmacie. J'ai demandé à la pharmacienne de me faire une liste. Quant à l'ambulance, nous allons étudier pour voir si en 2013, parmi nos priorités, Godi sera parmi les communes prioritaires pour avoir une ambulance. Donc on peut espérer qu'en 2013, on va résoudre la question de votre ambulance. On a déjà prévu le réaménagement de la préfecture, la réhabilitation. Les crédits ont été votés, donc ça va être réhabilité correctement. L'électricité est prévue à Godir dans le programme présidentiel. Donc en 2013, on va démarrer le travail. Et au plus tard, en fin 2013, ou bien premier trimestre 2014, vous allez avoir l'électricité à Godir. Une rencontre avec les forces vives de Godi a permis d'élargir l'éventail des solutions aux besoins des populations. Des projets sont en cours et sont dévoilés ici par des membres du gouvernement. Le projet immédiat, je me suis assuré que la commune a déjà fait la sélection des 10 jeunes et 10 femmes qui vont bénéficier d'une formation technique et qui vont donc recevoir un kit complet qui comprend 2 poulaillers et tout l'accompagnement nécessaire en matière, de matériel d'élevage et également la volaille nécessaire pour un élevage qui est susceptible de rapporter un minimum de 40 à 50 000 francs par mois. Le message final ici également, c'est l'unité et la cohésion. Je voudrais aussi dire à mes frères et sœurs, ce qui fait aussi la force d'une localité, c'est l'unité. C'est l'unité et la fraternité des fils et des filles. Je vous demande, jeunes de Godir, femmes de Godir, je vous demande de vous unir. Il faut vous unir pour travailler. Le maire de Godi, lui, ne trouve pas à redire. Vraiment, nous en sommes très, très enchantés. Nous sommes très enchantés et je sais que la commune va tirer beaucoup de profit de cette visite. C'est ce qui me réconforte surtout. Bien que l'année scolaire soit entamée, le mérite des meilleurs élèves de l'année passée est reconnu et récompensé. Ils ont reçu des vélos, des sacs et des kits scolaires. Les chefs d'état-major du Togo, du Mali, du Niger et du Bénin retrouvent leur homologue burkinabé à Ouagadougou pour réfléchir autour de l'impact de la situation sécuritaire sur les processus démocratiques en Afrique de l'Ouest. Le colloque devrait mettre en exergue le rôle de l'armée dans la consolidation de la démocratie. Frédéric Etienne Bassenga. Présence des factions armées dans le nord Mali, attaque d'un corridor à la frontière est de la Côte d'Ivoire, le contestier à ce colloque qui réunit les chefs d'état-major du Mali, du Niger, du Bénin, du Togo et du Burkina Faso à Ouagadougou. Ces hauts gradés vont échanger autour de la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest afin de trouver des stratégies communes pour faire face à toutes les entraves à la démocratie. Le développement de l'insécurité dans la sous-région, notamment au nord de notre pays, vient nous confirmer dans cette dynamique de réfléchir toujours ensemble et de trouver les voies et moyens communs pour lutter contre cette insécurité et permettre à un développement serein de nos économies et à une vie sociale paisible. Fort de l'expérience réussie en Europe, la République de l'Allemagne, à travers la Fondation Konrad Adenauer, n'a pas hésité à appuyer cette initiative. Solidarité et coopération, et c'est le plus important dans une région. Nous faisons ça en Europe, plus ou moins. Nous pensons que de notre expérience que nous avons pris en Allemagne, nous pouvons, avec des séminaires, avec des discussions, avec des choses comme ça, aider dans cette région pour améliorer la collaboration. Identifier les menaces qui pointent à l'horizon, en plus de l'environnement sécuritaire déjà critique dans la sous-région ouest africaine, l'on peut dire que ce colloque ne sera pas de tout repos. La réhabilitation de la route Koupela 50C, frontière du Togo, sera bientôt lancée. Techniciens, responsables du ministère des Infrastructures et bailleurs de fonds se sont retrouvés hier à Tinkodogo pour échanger sur les conditions et les modalités de réalisation du projet, soutenu à bout de bras par l'UEMOA. Le financement de cette voie qui désenclave le Burkina est estimé à 186 milliards de francs CFA. Reportage Moumouni Soubega.
dernier des poules de dégradation, c'est la principale caractéristique actuelle de l'axe Koupela-Tinkodogo-Bitou 55 frontières du Togo. C'est un axe stratégique pour le Burkina Faso et le Togo, mais aussi pour d'autres pays de la sous-région. Et si tout se passe comme prévu, cette voie, y compris la bretelle de Mogandé, sera réhabilitée d'ici à 5 ans. La reconstruction fait partie du projet multinational Togo-Burkina Faso de réhabilitation et de facilitation des transports sur le corridor CU9 Lomé-Ouagadougou, inscrit dans le programme d'action communautaire des infrastructures de transport routier de l'UEMOA. À Tinkodogo, il est question pour les techniciens d'examiner les aspects techniques du projet. La réhabilitation va concerner 303 km, dont 150 au Togo et 153 au Burkina Faso. Elle va coûter environ 186 milliards de francs CFA avec des retombées diverses. Les résultats attendus sont l'accroissement du trafic d'environ 17% à l'horizon 2015 et partant donc des échanges, la réduction du temps de parcours d'environ 30% et des coûts de transport, l'amélioration de la sécurité routière, l'amélioration de la facilitation du transport et du transit le long du corridor et la création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Et pour que les fonds soient décaissés par les bailleurs, les deux pays devraient remplir un certain nombre de conditions, dont la mise en fonction effective des postes de contrôle juxtaposés de 5C. C'est des conditions relatives à l'alimentation des comptes de contrepartie, donc des deux gouvernements. Et aussi, nous avons aussi une condition donc, liée à la maîtrise d'ouvrages délégués donc, pour les aspects liés à la facilitation des transports. Cette rencontre marque ainsi le début du processus de mise en œuvre de ces projets. Le financement sera accordé sous forme de dons et de prêts. Il sera assuré par le groupe de la BAD, la BOAD, la BIDC, la BID, la KfW, le FUNIAP, le Fonds fiduciaire UE Afrique, les opérateurs privés, mais aussi par les gouvernements burkinabés et togolais. Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement a rencontré ce matin les entreprises et bureaux d'études responsables de l'entretien courant et périodique des routes pour 2012. Les questions relatives aux difficultés que rencontrent les prestataires ainsi que la qualité du personnel et des travaux étaient au centre des échanges. Adama Koulibaly, précision. Depuis 1992, l'État a cédé au secteur privé l'entretien courant et périodique du patrimoine routier national. De nombreux cabinets d'études et d'entreprises intervenant dans ce domaine ont échangé avec le ministre des Infrastructures et du Désenclavement pour les travaux de cette année 2012. Cette année 2012 est particulière. Elle est particulière en ce sens qu'avec la forte pluviométrie que nous avons enregistrée, notre réseau a connu de fortes dégradations. Alors, il est donc important que nous puissions nous asseoir avec les PME, que nous puissions échanger avec elles, que nous voyons quelle stratégie et quels mécanismes mettre en place pour leur permettre de travailler efficacement. Le gouvernement met progressivement, depuis un certain nombre d'années, beaucoup de ressources. Cette année, nous sommes à 13 milliards. 2011 était à 13 milliards 700. Cette année, 2012, nous sommes pratiquement à 17 milliards. Pour couvrir les charges d'entretien courant, mais les charges d'entretien périodiques également. Il est normal que lorsque l'on injecte autant d'argent, que notre réseau soit amélioré. Les difficultés liées au processus de démarrage des chantiers, les questions de trésorerie qui entravent quelquefois le déroulement des travaux et la qualité du personnel, de l'équipement et surtout la qualité des travaux réalisés étaient les points d'orgue de cette rencontre. Les difficultés rencontrées, c'est souvent l'approbation des contrats. Par exemple, vous soumissionnez à un appel d'offres qui va prendre 6 mois avant d'être approuvé. Et après ça, les gens sont démobilisés, le matériel est démobilisé. Et il y a dès que vous le faites, par exemple, en décembre, 6 mois après, c'est la saison des pluies. Vous ne pouvez plus travailler, il y a la pression sur vous partout. Et ça fait qu'on n'a pas de programme fixe pour l'entretien. Ce type de rencontre qui a lieu la première fois vise, selon le ministre, à instaurer un processus de dialogue avec les différents acteurs du secteur pour une meilleure sauvegarde de notre patrimoine routier national.
La 7e édition du programme d'appui à l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés des universités, écoles et instituts supérieurs en fin de cycle a été lancée hier à Ouagadougou. Ce programme vise à offrir à 1500 jeunes diplômés en quête d'emploi des stages en entreprise, des formations en entrepreneuriat et en technique de recherche d'emploi. Sont aussi prévus des voyages d'études pour des partages d'expériences avec d'autres jeunes diplômés de la sous-région. Les précisions de Sie Sylvestre Da. Tout comme Adamana Kanabo, titulaire d'une maîtrise en économie, ils sont 1500 jeunes qui devraient bénéficier de la 7e édition du programme d'appui à l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés des universités publiques et privées. Ce programme qui vient d'être lancé ce lundi 8 octobre à Ouagadougou se veut un accompagnement des jeunes diplômés vers l'emploi en mettant l'accent sur leur mise en position de stage. Au bout de cette mise en position de stage, leur accompagnement à travers des modules de formation en entrepreneuriat pour également leur créer des opportunités pour l'auto-emploi. Donc d'un côté, la mise en position de stage permet de se tracer un passage vers l'emploi direct et de l'autre côté, pour ceux qui n'ont pas accès à l'emploi direct, ils ont la possibilité, à travers les formations en entrepreneuriat, de s'insérer à travers un système d'auto-emploi par la mise en place de leurs propres entreprises. L'Agence nationale pour l'emploi est chargée de l'exécution du programme et cette 7e édition est placée sous les signes des meilleurs suivis des jeunes placés dans les structures d'accueil. L'édition est financée à hauteur de 500 millions de francs CFA par le budget de l'État. Une somme dont la plus grande partie sera distribuée sous forme de pécule aux bénéficiaires. Je pense même que c'est l'idéal de nos jours parce que l'État se trouve coincé et l'État qui était auparavant le potentiel pourvoyeur d'emploi